tu vas devoir te planter beaucoup de temps. Moi, j'ai pas démarré chez HubSpot à 184 000 euros. T'es pas responsable du bagage avec lequel tu nais, mais t'es responsable de ce que t'en fais. Il m'appelle et il me propose 95 000 euros de package. J'ai pas hésité. Voilà, c'est pas compliqué. Mon manager, c'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, t'es le CEO de ton business. Est-ce que c'est fait pour tout le monde, Non. ces métiers-là? Absolument pas. C'est pas du tout fait pour tout le monde. Je pense qu'il faut un mental d'acier. Plus tu forecastes de manière fiable, moins ton manager te fait chier. C'est fou, hein, mais je le dis tout le temps aux sales, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tech Invaders. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Shannon Boutaleb de S4Sales. Vous l'avez sûrement déjà vu sur les réseaux. Elle partage ses meilleurs conseils pour vendre. Son parcours est exceptionnel. Elle a commencé avec un bac pro. Elle a évolué directement dans des postes dans du marketing, puis dans de la tech et surtout vers des entreprises comme Scalo et HubSpot. Elle a été top performer à des positions qui font rêver beaucoup de gens. Et ça veut dire des salaires assez élevés qui vont avec tout ça. Et depuis peu, elle s'est lancée à son compte avec l'Académie S4Sales. Elle va nous partager son parcours. Shannon, merci d'être là. Merci C'est un immense plaisir. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va super. Quelle est l'énergie que tu ressens aujourd'hui à Vivatech? Une énergie assez, je dirais, créative. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Je trouve que c'est toujours des moments où les consciences s'éveillent un peu plus autour de la technologie. Et c'est aussi le moment où tout le monde prend conscience de à quel point ça peut changer nos vies demain. Et surtout, comment ça nous impacte aujourd'hui au quotidien. Et c'est tellement devenu habituel maintenant qu'on s'en rend même plus compte. Donc je trouve ça assez fou quand on vient dans ce genre d'événement de se rendre compte de ça et surtout de voir ce qui nous attend demain, quoi. En tout cas, moi, je suis heureuse d'être née dans cette génération pour voir ça. C'est clair qu'on va avoir des changements exceptionnels. On en a déjà vu beaucoup en soi et c'est encore que le début. Tu vas nous partager du coup ton parcours. Tu peux nous expliquer, parce que le programme d'aujourd'hui, je vous explique. On va parler carrière, mais on va parler sales aussi. L'objectif, c'est que tu nous expliques comment tu as pris tes choix, comment tu as évolué dans ta vie pour gravir les échelons et devenir top performer. Mais j'ai envie qu'on passe aussi un certain temps sur tes meilleurs conseils pour devenir un top performer, justement. Comment être un bon sales, comment planifier son territoire, comment prospecter, pitcher, négocier, closer. Et donc, voilà, on va d'abord avoir une première partie background et une deuxième partie carrière. Et j'ai un petit buzzer avec moi. C'est tout nouveau. C'est un vrai buzzer qui buzz. Ok. Et l'idée, c'est de te challenger de temps en temps, avec bienveillance évidemment, et de voir ce que tu nous concoctes comme résultat. Let's go. Let's go. Alors du coup, d'où tu viens? Où t'as grandi? Ton lycée? Voilà, donne-nous une image de qui était Shannon avant d'être une professionnelle. J'avoue que, je trouve que cet exercice, il est assez difficile au fond parce que tu sais, quand j'en rediscute avec mes parents ou avec des gens qui me connaissent depuis toujours, je me rends compte qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées. J'en avais reparlé avec ma mère justement après le podcast que j'avais fait avec Jocaris, du coup, qu'elle avait écouté. Et il y a plein de trucs dont elle m'a parlé et c'est vrai que je m'en rappelais plus du tout. Donc comment j'étais moi je suis née à Lyon à 6 ans quand j'avais 6 ans ma mère est allée à Paris donc j'ai une petite sœur et j'ai toujours été forte à l'école et justement c'est un souvenir que ma mère m'a donné. Elle m'a dit quand j'étais au collège j'étais forte en anglais et à un moment la prof la convoque en disant Shannon elle s'ennuie en cours d'anglais et ma mère elle dit d'accord, elle voulait que je fasse quoi? T'avais déjà un bon niveau d'anglais? Ouais, j'avais déjà un très bon niveau d'anglais. Ce qui est rare en français. Ouais, après, franchement, tu vois, je suis 97, donc en vrai, t'avais quand même genre le début d'Internet, tout ça, donc tu pouvais quand même récupérer des infos. Moi, je me rappelle, je traduisais toutes les musiques d'anglais à français, donc ça va. Tu regardais des séries en anglais, tu faisais des choses comme ça, ouais, trop bien. Après, je me souviens, tu vois, il me disait, je m'ennuyais beaucoup dans les cours qui étaient pas concrets, tu vois. Genre, j'ai aussi pris Bac Pro un peu pour ça, c'est... En fait, tu vois, genre, faire de la philo, je trouve ça très intéressant aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, tu vois, faire de la philo ou faire des trucs qui vont jamais me servir dans ma vie, j'en avais conscience, ça m'ennuyait beaucoup. Donc, je m'ennuyais très vite à l'école. J'étais sérieuse, mais un peu dispersée, quoi. Et globalement, bonne élève quand même. J'étais bonne élève dans les notes, un peu insolente. Okay. Je vais être honnête, un petit peu insolente quand même. Je pense que mes profs se rappellent de ça. C'est ce qui forge un caractère sales, du coup, assez tôt? Je pense oui. Je pense que en fait, quand tu veux être sales,
il faut quand même que tu sois quelqu'un qui a pas peur de sortir du cadre habituel, tu vois. Faut pas que tu respectes trop les règles mot pour mot, parce que des fois, il y a des choses qui sont pas forcément logiques et sensées. Et c'est aussi ton rôle de sales que d'essayer de comprendre et naviguer entre les vagues des marchés, les difficultés, etc. Donc pour ça demande beaucoup d'adaptabilité et de concentrer tes efforts sur les bonnes choses. Ok. Du coup, t'as ton bac. J'ai mon bac, mention très bien. J'ai toujours été major de promo. Bravo, magnifique. Bac mention bien, pardon, BTS mention très bien. Donc toujours bien travaillé quand même. Enfin, aux examens, j'étais plutôt forte et c'est là que je me suis rendu compte que je travaillais bien sous pression. C'est marrant. Tu vois, je pense à des trucs en fait qui font lien un peu avec mon parcours de ma vie de maintenant. Et après, je suis allée... Qu'est-ce qui faisait justement que tu arrivais à gérer la pression déjà aussitôt? Je me préparais beaucoup à la pression. Donc en fait, je surtravaillais avant. Comme ça, j'étais sûre que le jour de l'examen, j'étais prête. Et en fait, pendant l'examen, j'arrivais à avoir une capacité de concentration de dingue. J'adorais en fait. Dès qu'il y avait de la pression, je me mettais dans ma bulle et j'excellais dans cette bulle-là. Tu cherchais un peu de challenge? Ouais, je pense. Mon coach, il m'a dit ça ce matin. Je cherche le défi tout le temps. Ah bon, ça m'étonne. Ok, alors parce que du coup, tu nous dis que tu as fait un BTS. Tu peux nous expliquer comment tu as pris tes décisions globalement de ton orientation? Ouais. En fait, quand j'étais en bac pro, faut savoir que dans le bac où j'étais, t'es pas forcément poussé entre guillemets à réussir ou autre, tu vois. Enfin, pour te donner une idée, on était 30, on a 8 qui ont eu le bac dans ma classe. Waouh, ok. Donc quand t'as le bac mention bien que t'es major de promo avec 14, t'imagines un peu le niveau. Donc c'est clair que t'es pas forcément favorisé. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'en fait, quand tu veux postuler, tu vois, sur Parcoursup dans des BTS un peu plus exigeants, dont celui dans lequel j'ai postulé, tu vois, qui était École nationale de commerce, qui était le meilleur BTS de France dans ma filière, donc négociation et relations clients. Bah, tu passes en fait direct, parce que du coup, t'es la première de plein de gens, mais en fait, le niveau est bas de base, donc c'est pas difficile d'être le premier dans un niveau qui est pas dingue de base. Et donc tu savais déjà que tu allais t'orienter vers de la vente ou de la négociation? C'était déjà quelque chose que tu ressentais au fond de toi? Oui, parce que bah, c'est ce que je disais dans le podcast, mais en fait, dès que j'ai commencé à regarder les métiers qui gagnaient le plus d'argent, c'était sales, quoi. Et moi, je voulais de l'argent, donc c'était vite vu. Et de toute façon, à côté de mes études, je travaillais sur les marchés. Oui. Donc, je faisais de la vente, en fait. Ça a commencé à quel âge? 14 ans. 14 ans, ouais. Ouais. Donc, très tôt. Ouais, en fait, j'ai commencé à travailler, j'étais en 3e. Ok. Genre, je faisais un peu de babysitting, etc. Et dès que je suis arrivée en seconde, donc 15 ans, parce que je suis née en fin d'année, donc, enfin, milieu d'année, donc les années scolaires, toujours un peu d'avance. Bah là, j'ai commencé les marchés et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était trop cool de gagner sa vie, tu vois. Et donc, je voulais tout de suite, dès que tu commences à toucher de l'argent très jeune, tu te rends compte de la liberté que ça t'offre. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'en fait, tu veux pas passer à côté. Surtout quand t'as pas le choix, en fait. Tu te rends compte que ça te permet de te sortir aussi d'une situation peut-être inconfortable dans laquelle j'ai été quand j'étais plus jeune, où on n'avait pas forcément d'argent. Et donc, dès que t'en as un petit peu, tu te rends compte de ce que ça peut t'apporter, le fait de le mettre de côté et de pouvoir te permettre d'aller chercher d'autres opportunités. Donc, de base, tu nais avec un mindset qui est différent des autres, que tu le veuilles ou non, en fait. Ouais. Et puis, tu es maître, entre guillemets, de ton destin, parce que quand tu es sales, si tu performes, tu as ton argent. Si tu performes pas, malheureusement, tu l'as pas. Et donc, tu as cette motivation intérieure qui est très forte pour y parvenir. Ouais, en fait, c'est vraiment... tu es tellement fier de toi, de te dire que c'est toi qui as créé ce truc-là. Tu vois, c'est la première version de l'entrepreneuriat, je dirais. Où tu crées un truc que les gens achètent, mais tu crées un truc toi-même. Et bah, quand t'es sales, en fait, t'as vraiment tous les mois le résultat de tes efforts. Ouais. Et cette dose de dopamine que tu vas chercher tous les jours, elle te nourrit, en fait. Mais alors, explique-nous comment t'as trouvé que la tech, c'était... Il y a du monde. Salut les amis. Comment t'as trouvé que la tech, c'était quelque chose vers lequel tu t'orientais? Parce qu'il y a sales dans tellement de secteurs. Pourquoi la tech? Alors, la tech, en fait, j'avoue que c'est un peu venu à moi. Dans le sens où je suis quand même allée aux États-Unis, où j'ai vu la Silicon Valley, etc. Donc là, je me suis rendu compte que la tech, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Mais à la base, quand j'étais en dernière année d'école de commerce, j'ai fait quand même mon alternance dans le conseil. Parce que tout le monde disait que tu gagnais énormément d'argent dans le conseil et que comme j'avais pas fait une école du top 3, je savais que je pouvais pas aller dans ces gros cabinets de conseil. Par contre, si je faisais du market, je pouvais peut-être y aller. Donc à la base, mon idée, c'était plus de me dire, je vais passer par le market et je vais faire du conseil. Ouais.
alors que j'avais vu la Silicon Valley et que je m'étais dit, enfin, c'est incroyable, tu vois. Donc, t'avais quand même vu, t'en avais quand même déjà un peu entendu Ouais, parler. bien sûr. Quand Parce que j'étais à San Francisco State University, on avait des cours de la part de Facebook, tu vois, de SurveyMonkey, de Airbnb. Génial. Enfin, je te parle de ça en 2019. C'était pas encore la bulle de la tech comme ce que ça a été, tu vois, en 2020. Enfin, en tout cas, de la French Tech. Cela a été aux États-Unis, mais la French Tech a décollé un petit peu après. En tout cas, on en a beaucoup plus entendu parler quand moi, j'ai commencé à y être. Et enfin, c'était déjà dingue, quoi. Tu vois, moi, je voyais leur salaire, leur qualité de vie. C'est là que je me rendais compte, au fait, que c'était fou, quoi. Mais pour Attends, moi, parce que- ça restait aux États-Unis à cette époque. Mais comment, tu nous as pas expliqué comment t'es arrivé à cette opportunité d'être aux États-Unis, à te faire former et coacher par des mecs de Facebook? Ouais. Ah, En fait, mon école était pas ouf, mais elle avait quand même un partenariat avec, du coup, San Francisco State University, donc l'université d'État de San Francisco. Et on avait la possibilité de faire un échange. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé. J'ai tout fait pour essayer d'obtenir un prêt que je n'ai pas obtenu à la banque. Parce que si tu n'as pas de garant en France, en tout cas à mon époque, aujourd'hui, j'ai vu des commentaires et ça a changé apparemment. Donc, j'en suis très contente si c'est le cas. Et c'est très bien qu'ils aient fait bouger les choses là-dessus. En tout cas, à mon époque, tu n'avais pas de garant, tu n'avais pas de prêt, quoi. Enfin, en tout cas, pas si tu n'étais pas dans une école genre top 3, quoi. Et du coup, c'est quoi? C'était une note qui t'ont permis Non, c'est ma tante qui s'est portée garante. Ok. Donc, j'ai eu de la chance de trouver un membre de ma famille qui a accepté de se porter garant pour le prêt, que je rembourse toujours encore aujourd'hui, d'ailleurs. C'est fou. Et puis ce prêt-là, il t'a ouvert tellement de portes. Bah, il m'a permis d'aller aux États-Unis. Je savais que c'était mon rêve, en fait. C'était tellement le rêve de ma vie d'aller dans ce pays que je me suis dit, OK, il faut absolument. Enfin, j'ai pas appris l'anglais pour pas aller aux États-Unis, tu vois. Pour moi, ça avait pas trop de sens sinon. Et ça, je trouve que c'est un message fort de dire, peu importe, entre guillemets, l'école dans laquelle t'es, essaye d'être stratégique aussi pour voir où tu vas. Il y a des partenariats qui te permettent de voyager, d'aller à l'étranger, d'être exposé à d'autres cultures. Et ça, c'est tellement formateur. Et la preuve, du coup, waouh. Bah, moi, il y a une phrase que je me dis souvent, tu vois, et que je dis souvent à plein de gens, tu vois, qui m'écrivent beaucoup sur les réseaux sociaux en me disant ah bah ce que tu dis ça m'inspire parce que moi aussi je viens pas d'un parcours assez classique et du coup je me dis est-ce qu'il y a vraiment des possibilités, etc. Moi je dis toujours t'es pas responsable du bagage avec lequel tu nais, mais t'es responsable de ce que t'en fais. Donc oui, ok, je l'ai pas choisi. Par contre, j'ai choisi d'en faire quelque chose de positif et j'ai choisi de me dire que c'était plus une chance au final qu'un fardeau. Une chance parce que ça te permet de développer des compétences peut-être que d'autres n'ont pas du coup l'occasion de développer parce qu'ils ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés que toi. Et ces compétences-là que tu acquiers peut-être un peu tôt, ou même dans la difficulté, on va dire, te servent toujours plus tard. Et donc, l'environnement dans lequel tu es, tu peux toujours aller récupérer des choses, tu vois. Même dans les boîtes, moi, ce que je trouve dingue, tu vois, et qui m'a assez surprise en étant chez HubSpot, c'est qu'il y en a plein qui se rendaient pas compte de la chance qu'ils avaient d'être dans ce type de boîte et qui, malheureusement, ne capitalisaient pas assez sur les ressources qu'il y avait à notre disposition. Tu vois, moi, quand je voyais qu'on était avec... franchement, moi, je vais pas mentir, mais des managers qu'il y a chez HubSpot, franchement, moi, en tout cas, ceux que j'ai eus, ils sont brillants. Enfin, vraiment brillants. Et même les directeurs sont ultra intéressants. Enfin, leur manière de penser est super intéressante et ultra pertinente. Et moi, je trouve que c'est très dommage de t'enfermer dans ton truc et de pas aller capitaliser sur cette ressource en allant, tu vois, demander des choses supplémentaires, en essayant justement d'aller chercher les infos, de regarder un peu les outils qui sont mis à disposition et pas juste faire ton job parce que tu as la chance d'être dans un environnement où tu as accès à des ressources de dingue et tu ne capitalises pas dessus. Et comme moi, j'ai pas eu beaucoup de ressources avant, maintenant, dès que j'en ai, je suis un peu la malade qui va chercher tu vois, le plus. Ok, qu'est-ce que tu peux me donner de plus? Qu'est-ce que je peux avoir de plus? Et c'est quoi le truc en plus, etc. Mais du coup, ça te met dans un état d'esprit où tu vas toujours essayer de chercher le plus gros ROI possible sur tout ce que tu vas consommer comme contenu, entreprendre, apprendre. Et ça moi, intellectuellement, personnellement, ça me stimule énormément. Donc, c'est un point très important que tu révèles ici, c'est les personnes qui t'entourent, qui te tirent vers le haut, parce qu'elles ont beaucoup de choses à t'apprendre et on va en parler dans un instant. Mais avant même de... t'as brûlé quelques étapes parce que t'as pas commencé directement chez HubSpot, t'as eu une étape intermédiaire entre les deux, chez Scalo. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que tu faisais, en quoi consistait ton job? Moi, chez Scalo, en gros, j'étais en charge de la demande entrante. Sauf qu'en fait, quand je suis rentrée chez Scalo, c'était pendant le Covid. Premier confinement. Explique pour ceux qui ne connaissent pas Scalo. Scalo, c'est un outil de planning et de gestion du temps et des congés pour les restaurateurs, les salles de sport
les supermarchés, enfin tous les magasins ou en tout cas même entreprises qui gèrent du personnel et qui peuvent avoir des contraintes de planning. Et qui cartonnait pendant le Covid, du coup. Et qui cartonnaient pendant le Covid. Voilà. Donc, c'était pas forcément la période où il y avait énormément de demandes entrantes. Donc, au final, tu dois quand même faire tes chiffres. Et donc, pour ça, il faut quand même que, tu vois, tu arrives à trouver d'autres manières de faire de l'argent, entre guillemets. En tout cas, de faire tes targets. Je n'utilisais pas trop d'anglicisme, mais... Bah, tu peux, hein, ici, on est dans la tech, on parle anglais. Tout va bien, ok. Donc, de faire tes targets. Et au final... Moi, comment je les ai faites, c'est juste que j'ai repris tous les close lost, donc toutes les opportunités qui n'ont finalement pas signé mais qui ont été ouvertes. Et j'ai passé 3 mois à rappeler tous les close lost. Tu vois, pour essayer de réveiller des opportunités de gens qui avaient un intérêt, peut-être dans d'autres industries, ou de leur dire, voilà, bah, faut quand même anticiper la réouverture du Covid. Ok, d'accord, et puis s'il y a quelqu'un qui a le Covid le jour de la réouverture, vous faites comment? Ah oui, bah c'est vrai, ok. Donc en fait, là, c'est le moment de structurer votre boîte. En plus de ça, l'État vous fait une avance, donc vous avez quand même de la chance. C'est le moment de réfléchir à tout ce que vous pourrez faire de mieux au moment de la réouverture, parce que les gens auront passé 2 mois confinés. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment faire, tu vois? Et comment vous allez gérer les congés? Et comment est-ce que vous allez gérer? En fait, c'est pas hygiénique. Comment vous faites? Les feuilles de présence, ils vont tous toucher le même stylo. Tu vois Ouais, tu les confrontes à leurs propres problèmes présents et futurs auxquels ils pensent même pas, quoi. Exactement. Donc c'est ça qui a fait que ça a marché chez Skello. Et je me souviens aussi d'un autre truc qui pour moi était important de partager, c'est que je dis beaucoup à mes coachés. Quand je suis arrivée chez Skello et que j'ai cartonné, on m'a très vite proposé du coup le poste de senior. Le souci, c'est qu'en fait, il y avait 1 000 € de MRR, donc de Monthly Recurrent Revenue, d'écart entre ma target et celle que je devais faire. Sauf que je n'avais jamais fait la target de senior. Et du coup, je me rappelle, c'était en juillet, je devais démarrer en juillet et faire la target de senior. Bah, je l'ai faite. Et en fait, d'un point de vue état d'esprit, ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est que t'as pas besoin d'avoir déjà fait le next step pour aller chercher le next step. En fait, c'est pas parce que j'avais jamais fait la target de senior que j'étais pas capable de la faire. Parce qu'une fois qu'on me l'a mise, bah, mon cerveau, il s'est mis dans un état d'esprit de « Ok, c'est ma nouvelle target, il faut que je la fasse, j'ai pas le choix. » Et plus tu mets la barre haute, plus tu te trouves des moyens d'aller l'atteindre. Exactement. Et ça, en fait, d'un point de vue mindset, état d'esprit, prise de conscience, ça change ta vie. Ça change ta vie parce que du coup, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'atteindre un palier pour avoir le statut. J'allais d'abord chercher de me donner tous les moyens pour essayer d'atteindre ce statut et qu'au final, la target, c'était juste en fait la conséquence d'une action. Ça demande des compétences hyper fortes de résilience. Malgré la difficulté, malgré le Covid, malgré la hauteur des chiffres à atteindre, tu te laisses pas abattre et tu y vas. Canon. Et donc, du coup, tu passes combien de temps chez Skello? Je passe 1 an et demi chez Skello. Ok. Après, HubSpot vient me chercher. Attends, je peux te challenger avant? Ouais. Comment tu pitches, du coup, une proposition de prix Skello à un restaurateur, justement? Ok. Moi, ce que je disais, c'était... je peux t'appeler Michel, j'adore appeler Michel dans tous mes trucs, je suis tout le temps Monsieur Michel. Vas-y, j'accepte. Ok. Oh non, je vais te dire Hugo, je suis sympa. Ouais, merci. Michel, c'est quelqu'un qu'on connaît pas. Ouais, moi, je suis tout le temps Michel. Bon, Hugo, tout ce que je viens de te présenter là tout de suite, donc tu m'as parlé de la gestion des congés, des plannings, voilà, c'est des vrais sujets pour toi. On est bien d'accord que par rapport à ce que tu m'as dit, et par rapport aux 2 heures que tu m'as dit que tu perdais chaque semaine sur tes plannings, on est bien d'accord que là, tu les perds plus, tes 2 heures. On est d'accord. Ok, super. Aujourd'hui, j'ai une question pour toi, Hugo. T'évaluerais combien 1 heure de ton temps? Moi, en tant que Hugo maintenant ou en tant que restaurateur? En tant que restaurateur, vous évaluerez à combien 1 heure de votre temps? Bah, c'est énorme. Okay. C'est du chiffre perdu, 1 heure que je passe à faire autre chose. Mais là, si par exemple, je vous demande, je sais pas, de me coacher 1 heure, vous me facturez combien? Moi? Hugo, restaurateur. Des centaines de milliers d'euros. Des centaines de milliers d'euros l'heure? Moi, j'avais, il me disait toujours genre 150 €, 200 € pour la bague. Je disais, ok, bah en fait, c'est 2 heures par semaine. Donc, si je fais le calcul par mois, vous gagnez, si c'est à 200 €, vous gagnez 800 € par mois. Ok, il faut 4,8, je ne me suis pas trompée. 800 € par mois pour un outil qui, in fine, va vous coûter 188 € par mois. Magnifique. Le ROI, il est direct. Je faisais toujours ça. Je demandais toujours combien vaut 1 heure de votre temps. Et c'était marrant, j'avais tout le temps la même réponse. C'est il rigolait et il me répondait toujours très cher.
Je disais, mais ça veut dire quoi très cher? Et toi, tant mieux, parce que ça veut dire que ça alimentait ton argument. Exactement. Je faisais jamais juste une annonce de prix. Je la mettais toujours en perspective avec le ROI avant. Ouais. Et en fait, ça faisait totalement baisser le côté oh ouais, c'est quand même un prix, c'est important, etc. Parce qu'en fait, tu sais, Glucose Goddess, elle dit tu dois enrober tes calories, enrober tes carbs. Bah moi, j'enrobe mon prix. Ouais. Tu vois? Ce qui est au final hyper astucieux, parce que même si tu vends un logiciel, dans l'esprit des gens, ça pourrait être perçu comme un coût, alors qu'en fait, c'est un investissement qui apporte un retour. C'est toujours un investissement. Tout ce que tu fais est un investissement. La question, c'est quelle est la valeur que tu mets en face. Même, tu vois, c'est tout bête, mais te payer une masseuse à 200 balles, c'est un investissement. Combien vaut ton bien-être, en fait? Ton bien-être qui va te permettre d'aller chercher une performance supplémentaire. Tout est une question de ROI. Tout ce qu'on achète, c'est toujours un ROI par rapport à nous, sinon on ne l'achèterait pas. Très bien, du coup, tu vas me faire gagner des centaines de milliers d'euros. Exactement. Tu décides d'aller chez HubSpot. Ouais. Donc, qu'est-ce qui te fait évoluer? Changer d'entreprise, on t'appelle, tu vas chercher les informations, comment ça se déroule? Bah, il m'appelle et il me propose 95 000 euros de package. J'ai pas hésité. Voilà, c'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, j'avais 24 ans, je sors d'école depuis même pas 2 ans. On me propose un package à 95 000 euros dans une énorme boîte américaine où je vais aller faire du deal complexe à un niveau inespéré. Personne ne dirait non à ma place. Donc, j'ai saisi l'opportunité, je l'ai prise. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais sauté dans le grand bain avec les requins. Et là, j'ai pris une énorme claque d'ego. Énorme. Parce qu'en fait, quand tu sors d'une boîte comme HubSpot, comme Skello, pardon, où tu es top performeuse et tout le monde te dit que tu es la star, tu vois, vraiment, on m'appelait la star, et que tu as un ego, un boulard surdimensionné, parce que, en fait, faut pas mentir, mais quand tu es sales et que tu es très fort et que tout le monde te dit que tu es fort, et que tu es jeune, etc., que tu n'es pas encore très à l'aise à 100% avec ta personnalité, tu as un petit boulard, tu vois. Tu le veuilles ou non. Enfin, en tout cas, moi, je l'assume, j'ai eu un petit boulard à un moment. Et j'arrive chez HubSpot et je fais pas mes chiffres au début. Bah, clac. Et très difficile pour moi, parce que là, en fait, ça remettait en cause ma propre identité, parce que je me disais, si je suis forte, c'est ce que je suis. Et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de sales qui vont s'identifier à ça. C'était, du coup, si je performe pas, je vaux rien. Tu vois? Si je performe pas, en fait, je suis nulle, j'ai plus de valeur. Et du coup, c'était ultra dur. Je m'en souviens, franchement, mes 2 premiers mois chez HubSpot, même si j'ai fait mes chiffres le premier mois, en fait, comme tu as des chiffres qui évoluent, tu vois, des targets qui évoluent, tu as un ramp-up, en fait, tu t'en fous parce que tu sais que c'est super loin de la vraie target. Et moi, j'étais là dès le début, mais pourquoi je fais pas $6 000 par mois? En fait, meuf, t'as pas de paille, t'as rien, faut que tu construises ton territoire. Sauf que c'est comme une acharnée et ça suivait pas forcément tout de suite, tu vois. Tu vas un peu vite en besogne parce que ceux qui nous suivent, ils doivent comprendre tout ce que tu dis. On va lire entre les lignes. Déjà à 95 000 euros, à quel âge? 24 ans? Ouais. C'est fou. Ça fait déjà partie du top 5, top 10% des salaires en France. C'est aussi une pression supplémentaire. Hein. Du coup, ça crée un syndrome un peu de l'imposteur où tu te dis que tu mérites ce salaire. Qu'est-ce que tu dis quand tu vois l'offre? En fait, quand tu vois l'offre et que tu sors d'une boîte où tu fais 150% tous les mois, bien sûr que tu te dis que tu mérites. Tu te dis de toute façon, c'est bon, j'ai tout fait là, j'ai plus rien à faire. Et ce qui était vrai, tu vois, en vrai, je pense que j'avais vraiment fait le tour. Mais tu as cette pression de te dire, maintenant, je peux plus perdre ça. Parce qu'ils ont mis un tarif sur ma tête, tu vois. Et il y a un fixe et un variable. On réexplique peut-être juste comment c'était composé. Du coup, je sais qu'on était genre à 50 000 de fixe, un truc comme ça. Même 55 de fixe. Ouais, 55 000 de fixe. Donc ça veut dire que tu as 40 000 euros de bonus associé à ta performance sales. Exactement. Si tu fais ta target à 100%. Exactement. Mais déjà, 55 000 euros, tu vois, c'était quasi ce que je faisais quand je gagnais, quand je faisais 145% chez Skello, tu vois. Ouais. Là, j'avais ça en fixe, c'était dingue. C'est important que les gens se rendent compte aussi en fait, le salaire est très souvent associé à la taille de l'entreprise, d'une certaine manière, et à la difficulté du produit à vendre. En fait, il y a plein de critères qui... En fait, le salaire, il est lié à quel point ce que tu vends rapporte de la marge à l'entreprise. Ouais. C'est surtout lié à ça. En fait, c'est ce que j'expliquais hier à Kéros, qui est venu me voir d'ailleurs. Tu vois, il disait, oui, mais dans quelle boîte est-ce qu'on peut gagner le plus? Et de quelle industrie, etc. Je dis, en fait, ça n'a rien à voir avec l'industrie, c'est très simple. Moi, chez HubSpot, pour gagner 132 000 de package par an, hors sur performance, il fallait que je ramène 1 million d'euros.
Donc, si tu mets ce prorata-là sur des produits de la tech qui margent quand même énormément. Donc, on n'est pas sur des boîtes, par exemple, de consulting où tu marges à 50 ou des produits d'industrie où tu vas marger peut-être à 30 ou 35. Donc là, tu as vraiment des marges qui sont énormes dans la tech. Donc, si tu dois ramener 1 million, ça veut dire que si tu veux un salaire à 200, 300 ou 400, bah, tu fais x2, x3, x4 dans la même industrie. Enfin, ça veut dire dans une industrie où tu fais ce même nombre de marges. Si tu veux aller dans du conseil et que tu veux gagner 200K, bah, ça veut dire qu'il faut que tu ramènes 8 millions d'euros, quoi. Donc, tu vois, en fait, pour moi, la proportion, elle est plus là. C'est effectivement lié à ce que tu ramènes dans l'entreprise. Ouais. C'est normal. En fait, chez Skello, tu vends des trucs à 150, 200 euros par mois. Même si tu fais le tarif annuel, il y a un moment donné, moi, j'en signais 30 par mois. Je ramenais pas 1 million encore. Enfin, tu vois, donc ils pouvaient pas s'aligner. C'est impossible. Clairement. Et puis, ça dépend. Il y a beaucoup de facteurs aussi, parce que si l'entreprise, elle est... Si l'entreprise, elle est en levée de fonds aussi, là, elle est prête à investir dans sa go-to-market et dans sa pénétration du marché. Elle est prête à payer des sales assez chers pour faire venir des talents, même s'ils ne marchent pas encore trop. Donc, ça aussi, c'est encore des dimensions qui font que moi, j'observe des fois des offres sales, des packages très élevés dans des boîtes assez jeunes. Package plus élevé que dans du Microsoft, Google, Amazon, HubSpot. Mais c'est justement parce qu'ils misent tout sur la pénétration du marché et du coup, ils mettent des targets très élevés. Et le sales qui est embauché à ce niveau-là, il n'est pas forcément sûr de faire sa target. Et du coup, faut être un peu vigilant. Derrière un chiffre, il faut toujours creuser, comme tu disais, quelle sera la target, combien tu vas ramener, est-ce que l'équipe arrive à atteindre ses objectifs ou pas, etc. etc. Et puis du coup, là, tu mets le doigt aussi sur un point important qui est la complexité de la solution que tu vends. Ouais. Soit beaucoup plus complexe que ce que tu vendais chez Skello. Du coup, de l'apprentissage, et c'est peut-être pour ça aussi qu'au début, tu avais l'impression de ne pas performer, mais ça fait partie de la vie du métier de tech sales. Bien sûr. Ah non, mais c'est totalement normal. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le recul et la maturité que j'ai pu acquérir au fur et à mesure des années, bien évidemment qu'aujourd'hui, même quand c'est difficile dans ma vie d'entrepreneur, parce que bien évidemment que l'entrepreneuriat, c'est pas tout beau tout rose, je me dis pas oh je suis nulle, je vais jamais y arriver. Enfin, t'as toujours ce petit truc au fond de toi, syndrome de l'imposteur, mais je veux dire, ça ne me paralyse pas comme ça m'a paralysée à 24 ans en arrivant chez HubSpot. C'était surtout la claque d'ego, tu vois, qui je pense était peut-être nécessaire aussi. Hein. Je pense qu'il y a un moment donné, quand t'es très fort en sales, faut que tu te prennes une petite claque pour que tu prennes conscience qu'en fait t'as encore des choses à apprendre et que tu prennes pas trop le boulard trop vite. Et c'est infini d'apprentissage. Et c'est infini, jamais un moment. Donc je pense que c'était nécessaire pour moi, c'était bon. Ça m'a fait mal, très mal, parce que ça a remis en cause mon identité, mais du coup ça m'a obligée à trouver d'autres choses dans mon identité qui me définissaient, qui n'étaient pas liées à mes performances. Ça m'a poussée à identifier comment je pouvais faire pour faire de la performance dans un environnement compétitif et difficile. Et surtout, ça m'a appris que c'est pas parce que tu fais tes targets pendant plusieurs mois ou plusieurs années que t'es quand même, que t'es plus fort ou pas, en fait. Ouais. Et c'est vraiment ta capacité à apprendre, à réussir. Et surtout, c'est ce que j'appelle en fait Jeremy Miner, il dit ça, mais il a raison, le know-it-all. Tu vois, celui qui pense qu'il sait tout en fait. Et ça m'a forcé très tôt à me dire, faut absolument pas que tu deviennes comme ça parce que regarde, tu sais pas tout. Et je pense que c'était nécessaire. Donc, Et alors, quelles sont les actions que tu as mises en place pour gravir, déjà casser la barrière mentale de je suis nul, parce que t'es pas du tout nul, t'as juste d'autres étapes à franchir. Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour y parvenir ? En fait, justement, ça m'a vraiment forcé à réfléchir. Parce que du coup, quand tu perfes pas, t'as pas le choix en fait que de réfléchir. Et puis surtout, t'arrives, donc t'es obligé. Moi, je me disais, ok, c'est quoi la manière la plus rapide de faire mes chiffres pour au moins valider ma période d'essai ? Et comment est-ce que je m'assure de rester dans la boîte ? Donc, comment est-ce que je vais aller chercher des comptes plus gros qui vont me permettre de faire ma target à 6 000 ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez HubSpot, tu as la complexité de la solution qui est une chose. C'est en fait, la solution est complexe, tu vends du CRM, ça nécessite de l'intégration, tu travailles avec des partenaires, c'est eux qui implémentent la solution. Donc, t'es ce qu'ils appellent là-bas le chef d'orchestre. Donc, tu dois vraiment naviguer entre les partenaires internes, les clients et surtout les multidécisionnaires. Donc, en fait, tu parles pas juste à un directeur, tu parles à un directeur, tu parles à un directeur marketing, un directeur commercial, un manager des équipes opérationnelles, un DSI, tu vois. En fait, tu vas parler à plein de personnes qui ont des compréhensions différentes du business et à qui il faut expliquer ce que ta solution fait et comment est-ce qu'elle va leur apporter de la valeur. Et ensuite, tu dois leur expliquer comment est-ce qu'ils vont mettre ça en place dans leur entreprise. Et tu dois, toi, gérer avec tes partenaires internes parce que
quand tu as des solutions très complexes qui nécessitent des intégrations, tu travailles en collaboration avec ce qu'on appelle un sales engineer, qu'un ingénieur. Et qui lui est l'expert technique. Expert technique, exactement. Mais toi, tu dois quand même avoir un minimum de connaissances techniques pour quand même, tu vois, être capable d'aller chercher ton téléphone, enfin, tu vois, de décrocher des rendez-vous. Et au-delà de ça, tu dois manager ton territoire et quand même aller chercher des opportunités continuellement. Et en fait, tout ça crée énormément de complexité. Si tu mets pas d'ordre là-dedans, en fait, tu te sens dépassé par un truc que tu ne maîtrises absolument pas et tu dois tout maîtriser en même temps. C'est un peu pour ça qu'on dit que tu es entrepreneur dans ton propre job. Ah bah, ils le disent tout le temps. Moi, mon manager, c'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, t'es le CEO de ton business. Donc, tu te débrouilles. La question, c'est voilà ce qu'on vend, voilà ce qu'on met à ta disposition. Maintenant, on va faire du chiffre. Est-ce que c'est fait pour tout le monde, Non. ces métiers-là? Absolument pas. C'est pas du tout fait pour tout le monde. Je pense qu'il faut un mental d'acier. Et de toute façon, c'est pas une surprise, mais il y a beaucoup de turnover, tu vois, aussi dans ces métiers-là. Je pense parce que la difficulté du job, la complexité du job et l'exigence constante du job. C'est-à-dire que quand tu es sur des cycles de vente de 3 à 6 mois et qu'on te demande de faire des targets mensuels, déjà, il y a un déséquilibre. Parce que ton prospect, tu peux pas lui dire « Mais non, mais s'il te plaît, signe ce mois-ci et tout, machin. » En fait, le mec, lui, son CRM, ça va lui coûter bonbon, tu vois. Donc, ta temporalité de ta target n'est pas la sienne. Exactement. Et ça, c'est frustrant, tu vois, quand t'es commercial, parce que tu te dis, mais je comprends pas. Enfin, en fait, qui signe le 2 ou qui signe le 31, ça change rien pour lui. Par contre, ça change tout pour moi. Ouais, mais en fait, c'est à toi de manager ton temps. Et ton rendez-vous, t'aurais dû le placer le vendredi et pas le lundi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois? Enfin, c'est ce que va te répondre ton manager, mais il a raison, en fait. T'es CEO de ton propre business. Si t'as ta comptabilité quand t'es PDG demain d'une boîte, t'as ta comptabilité, ton comptable, il te dit, bah, c'est quoi les résultats de l'année? Tu vas pas dire au mec de l'URSSAF, non, l'année d'après, je suis allé récupérer l'argent le 1er janvier. Il va dire, oui, mais ton bilan, il se clôture le 31 décembre, donc je m'en fous de ce que t'as fait le 1er janvier, tu vois. Donc, t'as vraiment cette mentalité où t'as pas le choix, en fait. T'es quand même obligé d'essayer, en tout cas, de contrôler un maximum de choses. Et donc, ce que j'ai essayé, en tout cas, de mettre en place chez HubSpot, c'était, donc, la première chose, c'était où est-ce que je vais pouvoir aller faire de l'argent le plus rapidement? Parce que j'ai des petites targets, donc des cycles de vente très courts, même s'il faut que j'en fasse plusieurs, parce que ça va me permettre de faire beaucoup de rendez-vous, de me planter et d'apprendre vite. Et ensuite, comment je vais dès maintenant aller chercher des opportunités beaucoup plus grosses, mais qui, quand elles vont se déclencher, vont tout de suite faire 100% de mes chiffres dans 3, 4, 6 mois, tu vois. Par rapport à mon là, tu planifies l'avenir. Exactement. En faisant un pipe intéressant pour des plus gros deals qui vont prendre plus de temps. C'est ça. Là, en fait, tu as vraiment la big picture là où tu dis, OK, bon, là, je sais ce qu'il faut que j'aille chercher dans mon pipe. Maintenant, c'est comment créer un pipe. Et en fait, il y avait une astuce que j'utilisais et je la vends très cher en coaching, celle-ci, donc écoutez bien ce podcast. Cette astuce, c'était très simple. Moi, je disais, tu as des fits parfaits dans ta boîte. C'est-à-dire que tu as des entreprises pour qui ta solution a été créée, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est le fit parfait, le client parfait, le buyer persona. Tu vois, le marketing, il l'a encadré ici. Il dit, c'est à eux qu'il faut qu'on vende. Et bien, en fait, va chercher d'abord ces personnes-là. Et donc, ce que je faisais, c'est, chez HubSpot, on avait la chance d'avoir quand même un organigramme où on voyait à peu près la répartition par industrie des boîtes avec lesquelles on travaillait le plus. Et donc, en fonction de ça, moi, je répartissais mon territoire. C'est-à-dire que je me disais, si on a 50% de boîtes tech, il faut que dans mon territoire, j'ai 50% de boîtes tech. Si on a 25% d'industrie, il faut que j'ai 25% d'industrie, etc., etc. Après, il y a des industries pour lesquelles tu as un peu plus de familiarité, tu as peut-être un peu plus de connaissances ou autre. Et donc là, tu as grandi un peu plus parce que tu vas être plus expert et tu vas pouvoir développer un peu cette industrie dans l'entreprise. Mais en tout cas, quand tu démarres, ça te donne déjà une base si vraiment tu pars de zéro et que tu n'as aucune familiarité avec les industries chez qui tu vends. Donc ça, c'était la première chose. Parce que savoir que HubSpot, tu le vends à toute industrie. Ça veut dire que tu dois être capable de comprendre. Moi, j'avais eu un client une fois, pour te dire ce qu'il vendait tellement c'est improbable. Il vendait des microplastiques faits à base de sucre pour construire des casques. Ouais. Et au final, ta solution va l'aider à... Ouais, mais en fait, il faut que tu comprennes son business, tu vois. À qui il vend. Mais en fait, il refabrique. OK, donc du coup, il y a du marketing. Du coup, le marketing, c'est à qui? En fait, il y a des lobbyistes. Enfin, et toi, tu dois t'adapter. Tu vois, après, c'est ultra fascinant parce que tu vends à ça, tu vends à des énormes boîtes. Moi, j'ai vendu à... Tu vois, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est French Bloom, où LVMH est rentré au capital. C'était juste avant. Enfin, tu vois, c'était dingue, quoi. Parce que ils t'annoncent des choses et ils les font. Et tu peux le suivre, tu vois. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Ça, c'est le premier truc, c'est regarde ton territoire et répartis ton territoire en fonction de ça. Une fois que tu as fait ça, identifie là où tu vas pouvoir aller chercher de l'argent rapidement. Donc, si tu as une base de clients, parce que très souvent, dans les grosses boîtes tech, tu fais à la fois du nouveau client et du client existant. Alors, oui, là, ça dépend. C'est très spécifique, là, ce que tu avais. Toi, tu faisais du coup les deux. Les deux. Account management. Ouais.
Enfin, new business et après tu suivais les clients que tu closais. Exactement. Alors explique-nous un petit peu l'évolution que tu as eue. Tu es resté combien de temps tout chez HubSpot? 3 ans. 3 ans. Et donc comment tu as progressé parce que tu as atteint des sacrées performances? Bah, en fait, pour le coup, c'était vraiment beaucoup de travail. C'est ce que je disais. En fait, ma première étape, c'était analyser l'écosystème. Où est-ce que je peux aller le plus rapidement chercher des bonnes opportunités? Je savais que HubSpot avait ce qu'on appelle une recyclette. Et donc, en fait, comme on devait construire notre book de business, donc notre territoire, tous les matins, si tu dépassais les 400 comptes que tu devais avoir, tout tombait en ce qu'on appelait le bac public. Enfin, c'est la recyclette. Et tu pouvais aller te servir des comptes. Sauf que ça se met à jour à 6 heures du matin. Et donc, à 6 heures du matin, si toi, tu as oublié de travailler un compte et que tu es passé pile à 401 ou 402, bah moi, je peux aller récupérer ce compte-là. Et comme c'est aléatoire, je peux récupérer sûrement un super compte que tu as. Donc, moi, tous les matins, pendant 2 ans, je me suis réveillée à 6 heures du matin. Enfin, tous les jours, vacances, tout le temps. Et en fait, la régularité fait que je n'oubliais jamais un compte, comme en bourse. Et En fait, je ne disais pas que pendant chaque sales pouvait venir aller prendre ses opportunités. Ouais. C'est ça, tous les jours. Mais personne ne se levait. Ouais. En fait, c'est là où je te dis que les gens se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. C'est moi, je me disais juste, j'ai pas le choix, sinon je vais pas faire mes chiffres. Et du coup, ça me poussait en fait à aller faire l'extra mile, quoi. Et donc tous les matins, je me réveillais à 6 heures, j'allais chercher ces comptes-là. Et ça m'a beaucoup aidé parce que la plupart que j'ai signés viennent quand même de comptes que j'ai récupérés à 6 heures du matin. Donc ça valait le coup de me lever, même s'il y en a plein, je me suis levée. Mais combien de fois je me suis levée pour rien? Je te challenge. Oui. Il y a un compte, une belle pépite que tu as identifiée dans ce batch. Tu décides de les appeler. Comment tu les call? Quelle est ton accroche? Je vais regarder plusieurs choses. La première, c'est si c'est une pépite, c'est... Alors, soit elle a peut-être... Disons, quelle est ton approche? Parce que je vais peut-être pas forcément les call directement. Ouais, bien T'envoyer sûr. un email, Ouais. etc. Non, je call tout le temps, moi. Moi, je préfère passer un coup de fil. J'ai déjà signé un deal d'un mec qui a rejeté, parce qu'à 9h, il faisait le tri, il rejetait d'autres comptes, sauf que lui, il avait envoyé une séquence, il avait dit « Ah non, c'est de la merde et tout ». Moi, j'avais dit... Moi, je passais toujours des coups de fil, on sait jamais. Et j'ai ouvert une opportunité à genre 20 000 balles, comme ça. Donc, je vais sur LinkedIn, c'est la première chose que je fais. Je vais sur LinkedIn, je regarde déjà un petit peu l'activité de la boîte. Je regarde s'ils recrutent, je regarde si ils ont mis une actualité, est-ce qu'ils ont fait un partenariat récemment, est-ce qu'ils ont levé des fonds, est-ce que je vois que le CEO est actif, est-ce qu'il y a un nouveau produit, quelque chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je vais sur le site internet et je regarde s'ils ont un formulaire de contact ou quelque chose, parce que je me dis, OK, est-ce que leur site, aujourd'hui, permet de générer du lead? Parce que là, ça me permet du coup de penser marketing. Ce que j'aimais bien faire aussi, c'était mettre une adresse et remplir le formulaire de contact et voir ce qui se passait après. Je mets à la place du client final. Exactement. Et s'il y avait trop de temps, je rappelais. Je disais, oui, je J'adore vous ai fait une demande et j'ai vu que j'ai pas été rappelé au bout de 48 heures. Et si j'étais un lead énorme pour vous, là, vous l'auriez perdu. Mais si vous voulez, je peux vous donner une solution pour éviter ça. Ce que j'adore, c'est que là, je sais pas si tout le monde va percevoir ce que tu dis là, mais en fait, ce travail de recherche que tu fais sur le compte, sur le site, où tu te mets à la place du client, tu remplis le forme, tu vois l'email que tu reçois. En fait, toi, tu te crées tout un narratif pour derrière accompagner l'entreprise à atteindre des meilleures performances et vendre ton produit du coup. Ah oui, non, mais en fait, là, quand tu dis ça, tu te prends jamais un nom au téléphone. Mais c'est très rare. Ce que je veux dire, c'est que du coup, tu te positionnes, en fait, t'es vraiment la consultante. Ouais. Tu viens mettre le doigt là où ça fait mal chez une entreprise sur des enjeux hyper stratégiques. Et c'est beau. Parce que ça, du coup, vas-y. Donc, après, je le fais pas pour tout, tu vois. Ça, en fait, c'est vraiment la pépite parce que tu vois, faut quand même mettre un peu de nuance. Je pense c'est. T'auras pas le temps de faire ça pour tous les comptes. T'as pas le temps de faire ça pour tous les comptes. Tu vois, bien évidemment qu'il y a des comptes, j'appelle, tu vois, comme ça, j'y vais. Et donc là, je vais juste regarder la page LinkedIn, je vais regarder le site, au moins regarder ce qu'ils font. Et là, en général, je fais toujours une première analyse. Tu vois, tous les 3 mois, je me remets à jour sur les comptes qu'on a signés. Comme ça, j'ai un petit peu je peux faire un peu de name dropping. Ouais. Je vois un peu les clients similaires qu'on a et comme ça, je fais un peu de lobbying, name dropping, tout ça. Et puis tous les comptes sur lesquels t'as pas pris peut-être le temps de faire une analyse détaillée, en fait l'analyse tu l'as fait en discovery dans le call. Là tu poses tes questions pour comprendre le business. Non, je la fais toujours avant. Moi j'aime bien arriver et avoir déjà de l'info. Pourquoi? Parce que j'avais 24 ans, 24-25 ans, que de base je fais quand même assez jeune et que je suis une femme. Donc souvent on nous sous-estime un petit peu. Et donc moi ouais, je trouve tu l'as ressenti ça? Ouais, bien sûr. Quand tu arrives et que tu es préparé, tu poses les bases. C'est-à-dire que ton âge n'est même plus un sujet. Le fait que tu sois une femme ne soit plus un sujet. Il n'y a plus de sujet, en fait. C'est-à-dire que tu connais déjà toutes les infos
que le prospect va te donner. Et donc, du coup, tu vas tout de suite rentrer dans une discussion très stratégique. C'est-à-dire que tu gagnes déjà 10-15 minutes de présentation globale de la boîte. Moi, j'arrive, je dis, bon, bah voilà, j'ai fait quelques recherches. Alors, je crois que vous êtes à peu près une cinquantaine dans la boîte. Dites-moi si je me trompe. Non, c'est à peu près ça. Ok, super. Bon, j'ai vu du coup que sur votre site, vous aviez 3 offres. Vous faisiez ça. Vous, aujourd'hui, vous êtes arrivé depuis X temps sur le poste des CEO. Bon, l'objectif de l'appel sera bien évidemment de creuser tout ça et de comprendre vos enjeux. Et juste là, il se dit, bah oui, vous êtes bien renseigné. Je dis, bah oui, mais c'est la moindre des choses, en fait. Comme ça, on rentre tout de suite dans le concret. Et en fait, là, déjà, par rapport à n'importe quelle autre solution, tu te différencies. Ouais. Parce que tu n'es plus dans une notion de discovery, c'est-à-dire que tu enlèves tout de suite, tu désarmes ton prospect, Mais tu te dis, je suis dans un call pour me faire vendre quelque chose. Et tu vas quand même faire du discovery, tu vas lui poser des questions. Bien sûr, mais du coup, je peux aller beaucoup plus loin, puisque je gagne 10-15 minutes où il va me faire sa présentation globale d'infos que j'aurais pu voir sur le site, en fait. On est d'accord. Et du coup, tu axes le discovery sur quel sujet? Du coup, j'axe tout de suite sur la vision stratégique. En fait, moi, j'ai toujours un truc un peu en entonnoir, c'est quels sont les business goals. Okay. Où est-ce que vous voulez être dans 2-3 ans? Okay. Qu'est-ce qui vous empêche d'y arriver? Qu'est-ce qui vous permettra d'y aller? Tu vois, donc je fais toujours ma technique de présent, passé, futur. C'est OK, aujourd'hui, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous voulez aller demain? Qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? Et pourquoi vous y êtes toujours pas? En termes de quoi? De chiffre d'affaires? En termes de chiffre d'affaires, en termes de croissance, en termes d'effectifs, en termes de clients. Je le fais sur... Tu fais quoi quand un client ne veut pas te donner son objectif? Parce que révéler à HubSpot son information stratégique d'entreprise, d'objectif de chiffre d'affaires, c'est des infos que certaines entreprises ont du mal à partager. Comment tu fais pour convaincre ton interlocuteur de te donner l'info? Je mets du contexte toujours. En fait, c'est beaucoup plus simple d'obtenir une info quand tu fais 2 choses. Tu mets la bonne tonalité et tu mets du contexte. C'est-à-dire que quand je pose ce genre de questions et que je vois qu'il est hésitant, je dis, écoutez, pour vous expliquer, je ne veux pas cette info juste pour avoir cette info, je vais vous expliquer pourquoi. Je veux cette info parce que mon objectif, c'est de comprendre si aujourd'hui on est dans une démarche de faire x2, x3 et donc dans une hyper-croissance qui va nécessiter des ressources qui vont être différentes de celles que je peux vous proposer si on est plutôt sur une croissance stable à plus 10%. Et mon objectif, c'est bien évidemment de ne pas vous montrer un outil qui soit hors de portée financièrement par rapport à vos ambitions ou qui est potentiellement pas adapté. Donc, je cherche pas un chiffre précis, mais au moins un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur pour savoir exactement ce qui est possible et en tout cas là où vous voyez être demain. Ok, du coup, j'adore parce que là, on voit vraiment les étapes par lesquelles tu passes. Tu t'as parlé tout à l'heure de planning, après d'outreach, de prospection. Là, tu fais le premier call de découverte, d'affinage du besoin. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Après, en général, moi, à la fin du premier call, ce que je fais, c'est que je mets en place un rétro-planning et donc je leur dis, bon, déjà, est-ce qu'on est aligné sur le fait que la solution corresponde réellement à ce que, en tout cas, vous avez envisagé en termes de changement de CRM? Oui, parfait, ça correspond, très bien. Bon. Pour comprendre, quand je présente un rétro-planning, donc un rétro-planning, c'est juste une slide, en fait, où j'ai tout le projet qui va être mis en place. Tout le projet qui va être mis en place. Donc, en fait, c'est juste comment on appelle ça? Un planning, un calendrier? Non, c'est pas un calendrier, c'est juste un trait comme ça avec plein d'étapes. Un Kanban? Ouais, un espèce de Kanban, tu vois. Et en fait, je pars toujours de la fin. C'est-à-dire que je dis, OK, quand est-ce que vous aimeriez que le CRM, enfin, que la solution soit opérationnelle? Ah bah nous, il faut absolument que ce soit opérationnel fin d'année. OK, là, on est en juin. D'accord? Si on veut être opérationnel fin d'année avec le déploiement, ça veut dire que si on dit novembre, c'est à peu près ça fin d'année? Oui, novembre, décembre. OK, novembre, décembre. Si on a 3 mois de moins, ça veut dire qu'il faut qu'en septembre, on ait déjà validé et activé les licences pour que le partenaire puisse implémenter la solution. Si c'est bon pour vous. OK, septembre, top. Là, aujourd'hui, pour évaluer la solution, on a parlé de la partie marketing, commercial et support client. Donc, ce qu'on va avoir besoin, c'est avant de valider avec le DG la signature qui, du coup, devra être à peu près à août, sachant qu'il y a les vacances. Quelles sont vos vacances en août? Ah bah nous, on n'est pas là, on est fermé tout de suite. OK, mais donc tu trouves là le moment pour commencer le plus tôt possible, en fait. Exactement. Et en fait, en partant de la fin du moment auquel la personne veut être opérationnelle, donc déjà, tu la projettes, tu fais le rétro-planning et en fait, là, tu lui dis, OK, bon, bah si on veut respecter la deadline de décembre, là, il faudrait qu'on se fasse un call la semaine prochaine avec vous, le directeur général, le machin et tout, pour voir les besoins. Ensuite, on aura un atelier pour creuser un peu plus la partie intégration avec le partenaire. Et enfin, on aura un dernier atelier qui va consister à la présentation de la proposition commerciale. Et en fait, à partir de mon premier rendez-vous, j'ai déjà planifié mes 3, 4, 5 rendez-vous dans l'agenda. Et donc, en fait, j'ai mon cycle de vente qui se suit et je suis pas à chacune des étapes en train d'avancer à petit pas, en train de me dire, OK, en fait, il faut que je planifie la prochaine étape. Et puis, en fait, non, du coup, il y aura une étape intermédiaire parce que là, ils ont pas bien compris. En fait, je m'assure dès le premier. Toutes les étapes dont tu as besoin, tu les mappes.
je les map et après je leur dis voilà, s'il y a des choses entre-temps. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, je vous ferai la proposition commerciale fin juillet, avant que vous partiez en vacances. Et il faudra que vous ayez validé les licences le 1er août, juste avant de partir en vacances. Est-ce que vous êtes aligné avec ça? Si toutefois on décide de partir ensemble, oui. Donc en fait, je sais que quand je forecast ce deal-là, je le forecast pour août. Donc, tu mets le doigt sur un point important, qui est le forecast. Tu peux expliquer juste ce que c'est pour ceux qui nous écoutent? Le forecast, c'est la projection. En fait, quand tu es dans une boîte, quand tu es dans une entreprise de manière générale, ton entreprise, elle est en haut, entre guillemets, de la pyramide. J'aime pas trop utiliser ce terme, mais c'est la vérité. Et elle est en haut du bateau, c'est le phare, et elle dit, OK, il faut qu'on aille dans cette direction. Pour aller dans cette direction, je vais avoir besoin, je sais pas moi, de 5 millions. Ces 5 millions, elle va dire, on va les répartir dans les forces de vente. Et donc, chaque équipe va faire un certain chiffre. On a 5 équipes, elles vont chacune faire 1 million. Et donc, chaque personne doit faire tant. Pour être sûre d'atteindre son objectif, elle va demander aux commerciaux tous les mois combien est-ce que vous pensez rentrer. Pour ensuite savoir combien l'équipe va rentrer et donc savoir si elle est plus ou moins en avance ou en retard sur son objectif. Et donc, mettre en place des actions si besoin. Si on est en avance, génial, dans ce cas-là, on va dire aux investisseurs que potentiellement, si on continue comme ça, on va faire plus que ce qu'on a prévu. Donc, ça va augmenter la valorisation de la boîte. Si toutefois, on fait moins que ce qu'on a prévu initialement, ça peut faire un peu baisser la valorisation de la boîte. Et donc, tout se joue là-dedans, d'où l'importance de bien forecast, parce qu'en fait, ça vient vraiment impacter la stratégie. Et du coup, tu te rends compte que tu as... Exactement. Que tu as quand même un rôle. Et plus tu forecastes de manière fiable, moins ton manager te fait chier. C'est fou, hein, mais je le dis tout le temps aux sales. Hein. Mais parce que ton manager, lui, il a une équipe de commerciaux et il doit savoir combien chacun pense arriver à générer comme chiffre d'affaires pour l'entreprise. Et même si c'est pas précis, en gros, ce qui se fait, c'est tu donnes des pourcentages à peu près d'estimation sur un best case scénario, etc. Mais comme tu le disais, derrière, c'est des entreprises, donc on parle de boîtes de la tech, des grosses boîtes de la tech qui sont du coup souvent cotées en bourse, où il y a des attentes du marché. Tous les quarters, il y a des publications de chiffres qui sont faits. Et donc, le fait d'avoir chaque semaine ou chaque mois ou chaque trimestre une vision du business et où il va et ce qui va être apporté au niveau de chaque sales qui va remonter tout en haut, ça permet à l'entreprise d'avancer, de recruter, de staffer, etc. Oui, parce qu'en fait, sinon, potentiellement, tu vois, c'est pour ça que je dis c'est jamais pertinent de mentir sur son forecast juste pour faire plaisir à son manager. Parce qu'en fait, si eux pensent que tout le monde fait ses chiffres, ils vont se dire, on a besoin de plus de commerciaux. Parce que du coup, s'ils font tous leurs chiffres, ça veut dire que soit les targets sont pas assez élevés, donc on va les augmenter, soit que potentiellement, on pourrait aller chercher plus de parts de marché parce que les commerciaux sont déjà débordés. Et en fait, on a une énorme demande qu'on n'arrive pas à absorber tout de suite. Et c'est pas productif parce qu'en fait, si tu mens, eux, ils vont recruter des gens qui vont se mettre en onboarding, machin, et ils vont se rendre compte en fait que pendant 9 mois, ils ont trop recruté. Tout ça parce que tout le monde a voulu faire plaisir à son manager et finalement, on est tous en galère, quoi. Et à l'inverse, du coup, si tu es vraiment en situation de difficulté, où tu dis, mince, là, j'ai un gap, je vais pas réussir à faire ma target, qu'est-ce que tu communiques à ton manager pour quand même montrer que tu es là? En fait, il y a plusieurs choses. Moi, je dis toujours, soit accountable sur tes activités, c'est-à-dire que tu peux pas contrôler si les gens signent. Par contre, tu peux contrôler combien de personnes est-ce que tu vas aller contacter et tes taux de conversion. Enfin, en tout cas, l'amélioration de tes taux de conversion. Donc, si tu sais que tu n'as pas le pipe nécessaire, dis-toi juste, OK, combien de personnes il faut que je contacte pour au moins déceler une opportunité. Regarde tes chiffres sur les 2-3 derniers mois parce que ça te donne quand même une vision. Et dis-toi, OK, là, si je veux ouvrir une opportunité, OK, je vais peut-être me planter ce mois-ci parce que je pense qu'au niveau du cycle de vente, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, je vais tout faire pour essayer de tout signer pour le mois prochain. Et pour que ce soit très précis, donc tous les mois là ou tous les trimestres, tu as une target de chiffres à atteindre. Deal moyen, c'était quoi à peu près que tu signais chez HubSpot à l'année? Ça dépend, mais on était à peu près à 1500, 2000 euros de MRR, ça fait 24K. Ouais, 24K d'RR. Okay. 24 000 euros en moyenne. Et des fois ça montait, tu avais des deals plus élevés, des deals en fait, c'est tellement variable. Oui, parce que, en fait, des fois, tu peux avoir des deals à 6, 7, j'en avais même à 10, 12, tu vois. Et là, vraiment, tu commences à être sur... 12 de MRR, tu veux dire? Donc, ouais, ça fait 124K à l'année. Ouais, sauf qu'en fait, tu les locks sur 3 ans. Donc, ça fait des deals à plusieurs demi-millions d'euros. Ouais. Et ça te donne des incentives. Pardon, ça te contribue davantage à ton bonus. Par exemple, si tu signes un commis deal sur 3 ans versus un deal... Je prends un x3. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant parce que, en fait, quand on revient à la notion de t'es entrepreneur dans ton job, t'as une target à faire et tu peux la faire de différentes manières. Tu peux vraiment... Enfin, ça tombe pas sur ta target, ça tombe sur ta commission seulement. Sur ta commission, ok. Ouais, c'est juste que tu touches un peu plus d'argent. Tu l'as loqué sur 3 ans, donc la boîte te file une prime supplémentaire.
Et donc, ce que tu disais tout à l'heure, c'est quoi le salaire que tu as eu en faisant tes targets, disons le plus élevé tout à l'heure, tu as mentionné un chiffre. 184 000 euros l'année 2024, j'ai terminé. Ça, c'est complètement fou. Pour certaines personnes, c'est impossible, ça n'existe pas, c'est un mensonge. J'avais publié ma fiche de paye. Hein. Ah, tu l'avais publié? Ouais. Waouh. Ils ont pas dû... Ils en sorry. Non, en fait, ils s'en foutent parce que moi, je trouve que c'est bien qu'un sales soit motivé par l'argent. Si tu veux rejoindre HubSpot et que tu es motivé par l'argent, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu sais ce par quoi tu dois passer. Tu vas pas avoir 184 000 euros en bossant, entre guillemets, de 9h à 17h avec 2 heures de pause. C'est mentir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, à moins que tu sois un génie qui a tout capté en 3 secondes et qui sait lire dans les gens pour savoir le nombre d'opportunités sur lesquelles tu dois travailler. Ouais. Mais en fait, tu vas devoir te planter beaucoup de temps. Moi, j'ai pas démarré chez HubSpot à 184 000 euros. C'est 2 ans de travail acharné où, de toute façon, c'est pas compliqué. Je suis repartie avec 35 jours de congés payés. Donc, sachant que tu travailles 20 jours ouvrés, ça veut dire que j'ai quasiment pas pris de vacances les 2 premières années, quoi. Ça, il y a un sujet quand même sur le bien-être qui est hyper important parce que le métier de sales est très intense, très exigeant. Je l'ai fait pendant 7 ans. Et pour le coup, le ratio entre travail très exigeant et repos, bien-être, recharger les batteries, c'est très important. Donc, comment tu faisais pour gérer ce niveau sans prendre tes congés? J'en ai un peu plus pris la dernière année, c'est là où j'ai le plus performé en plus, donc c'est corrélé. C'est corrélé. Ouais. Parce que c'est dur. Moi, j'en prenais pas beaucoup. C'est vrai, j'en prenais pas beaucoup. Après, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de vacances de base. Je pense que j'en ai un peu moins besoin que les autres. C'est-à-dire que j'adore ce que je fais, j'aime être surstimulée. Je suis un peu accro à la dopamine, donc j'ai besoin que mon cerveau aille vite très souvent. Et peut-être, je suis pas forcément le bon exemple, je pense. Je suis pas un exemple à suivre, et j'estime pas être un exemple à suivre de manière générale, mais juste en tout cas pas sur le travail peut-être, parce que tout le monde est différent, tu vois. En tout cas, tu performais, tu faisais tes targets. Je performais, je faisais mes chiffres parce que pour moi c'était la bonne manière de faire. Après, de là à suggérer à tout le monde de faire exactement ce que j'ai fait, je sais pas, parce que chaque personne est différente, tu vois. Donc je me permettrai pas de dire ça. Comment tu faisais pour tenir du coup? Comment je faisais pour tenir? Je sais pas, la passion. En vrai, je te mens pas, mais en fait, je pensais qu'à ça. C'est horrible, mais genre, c'était ma vie, quoi. Tu vois? Genre, j'étais la première au bureau, j'étais une des dernières à partir. Mais pas parce que je voulais me faire bien voir, juste parce que... Parce que t'aimais ce que tu faisais. Ouais. Ça, c'est intéressant. Parce Moi, que... signer des deals, ça me stimule, quoi. Mais encore aujourd'hui, dans mon business, j'adore signer des deals. Et tu vois, c'est marrant, mais il y en a plein qui me disent, mais pourquoi quand je fais des calls, c'est toi qui... T'as pas des closers? Je dis, mais moi, je veux pas de closer. Je dis, parce qu'en fait, c'est pas compliqué. T'achètes un truc que je peux te démo. Pourquoi je te le démo pas? Mais alors, du coup, explique tout ce que tu fais. T'as décidé malgré tout de partir. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir? Quitter ce salariat, ce confort, cette stimulation, parce que tu aimais ce que tu faisais, ouais, pour te lancer? Plusieurs choses. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux, il y avait une opportunité et je suis plutôt du genre à saisir les opportunités. Donc, je me suis dit, en fait, c'est une occasion de dingue parce que j'ai beaucoup de demandes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'avais aussi fait un peu le tour, tu vois. Je pense qu'au bout de 3 ans, c'est bon, t'as compris comment ça marche. 3 ans chez eux, plus 3 ans avant aussi. Ouais. En fait, t'as deux portes qui s'ouvrent devant toi. J'ai 27 ans, j'ai pas d'enfant, je suis encore jeune, j'ai encore de l'énergie. Donc, si je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est maintenant parce que j'ai peu d'enjeux. Et alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aide les commerciaux et les entrepreneurs à vendre mieux et à vendre plus grâce à la psychologie. C'est ma catchphrase. Et ça se concrétise comment? Donc, j'ai un accompagnement sur 3 mois. Donc, soit en format individuel, soit en format collectif et ou en entreprise, et là, je me déplace, où on voit ensemble tout le cycle de vente. On travaille sur la tonalité, la posture. Donc, il y a de la vidéo et il y a surtout, on se voit, moi et eux, toutes les semaines, pendant 3 mois. Là, toi, tu les challenges et tu les fais devenir des top performers. Exactement. Des simulations, ils se simulent, il y a des simulations entre eux avec des entrepreneurs face à des commerciaux et inversement, ça permet d'avoir un autre public, donc des clients potentiels, simplifier leur message. Et donc, tout le monde progresse et challenger. Regardez les avis sur ma page LinkedIn et puis vous verrez. C'est parce que ça ne s'adresse pas que aux tech sales, du coup, ça s'adresse à n'importe qui doit vendre quelque chose. Tout le monde, tous les entrepreneurs, tous les commerciaux qui vendent. Moi, je prends que des entrepreneurs qui ont déjà au moins vendu une fois leurs produits sur le marché parce que je suis pas coach business, donc il faut quand même qu'il y ait une preuve marché, que le marché est OK.
Et après, les entrepreneurs, on travaille beaucoup la strat aussi. Moi, je travaille beaucoup sur de la stratégie, sur du format individuel. C'est pas la dernière fois qu'on se parle, Shannon. Mais non, et toi et moi, on est inséparables. On se parle avec Shannon, on fait souvent du contenu ensemble. L'univers Tech Sales est très riche. On a plein de choses à vous partager pour la suite. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ici au micro du podcast Tech Invade. Si ça vous a plu, vous pouvez demander un épisode 2. En tout cas, on est trop bien chez Vivatech. Enfin, le cadre est plutôt cool, donc... Ouais. Merci à toute l'équipe Vivatech, c'était incroyable. Merci aux équipes et à très bientôt. Merci Shannon. Salut Hugo.